prénom alors. Ah ça va, je suis pas de bonne humeur. Ça c'est le spécimen. Pourquoi vous n'êtes pas de bonne humeur? T'arrêtes un peu, je te tape dessus. C'est quoi le cépage? Mais nous, on va à la télé. Merci Brigitte. Non, mais qu'est-ce que je vais te dire? Votre prénom? Sergio. Serge. Alors Mais Serge. c'est je connais pas, hein, attends que je commence à... Attends, non, parce que je vous connais, moi, le journaliste. Bonjour, je m'appelle Jonathan, je suis organisateur des Journées de la Tolérance au lycée Jules Gade. Je m'appelle Lisa Barthélémy et je suis organisatrice des Journées de la Tolérance au lycée Jules Gade. Expliquez-nous un peu sur l'objectif de votre journée aujourd'hui. Alors l'objectif des journées globales, il y a 3 objectifs en fait. C'est à la fois de faire parler les élèves, de les faire s'exprimer. On souhaite aussi leur faire apprendre des choses qui leur permettent justement d'avoir plus de distance par rapport à certaines thématiques comme les discriminations, la tolérance, ce genre de choses. Et enfin qu'ils puissent participer, parce que notre projet en fait il a surtout pour but de montrer qu'une action des jeunes est possible et d'encourager ce genre d'action et de montrer que même en partant de nulle part on peut tous agir aujourd'hui. D'accord, mais c'est un projet qui vous est venu comme ça, ou c'est par rapport à vos études, ou vous avez dit un jour, vous êtes levé, vous avez dit tiens on va faire ça peut être sympa? Nous, en tant qu'individu, on avait envie d'agir depuis pas mal de temps parce que c'est des thèmes qui nous tiennent à cœur et qui nous choquent pas mal. Le racisme, voilà. Et après, c'est vrai que c'est quand même les attentats de janvier qui nous ont fait réagir, qui nous ont fait nous dire qu'il fallait faire quelque chose effectivement. Et en plus, ça faisait partie des directions de l'éducation nationale de faire des événements comme ça, de parler de la tolérance. Du coup, nous, on a profité de ce cadre favorable pour pouvoir faire une action et on a été vachement bien aidés, donc c'était facilité, quoi. Donc on a fait déjà cet événement en mai dernier et là, on le reprend. Et puis, encore une fois, il y a un ancrage avec l'actualité parce que tout ce qui s'est passé avec les migrants et tous ces événements derniers là, qui se sont passés, ça nous a fait aussi nous dire qu'il fallait le refaire. Encore une fois, reparler de ces thèmes. D'accord, alors le programme, ça se déroule donc sur une journée, donc c'est sur aujourd'hui? 3 journées. 3 jours. 3 journées, ok, moi j'ai tout faux. Le programme en gros, sur ces 3 journées? Alors aujourd'hui, on a toute la matinée des associations qui viennent, donc le Zinc, la CIMAD, et des films qui sont diffusés. Donc on a 4 films diffusés, Timbuktu, Geronimo, La Marche et Welcome. Et donc les associations font une intervention toutes les heures avec des groupes d'élèves, des demi-groupes, et les films sont diffusés toutes les 2 heures, les 4 films. Tous les élèves de seconde assistent à au moins 2 films et à une intervention d'association. Du coup, ça s'étend sur, ils sont à peu près 8 classes de seconde, je crois. Oui. Non, 12, Non, 12 avec les 13, pros. Ouais. Donc ils assistent tous à des films pendant les 3 jours et tous à des interventions d'association. Et après, il y a des événements particuliers du style le spectacle de théâtre là, qui est en train de se préparer, qui aura lieu à 10h. Il va y avoir un concert vendredi fait par les élèves du groupe musique. Après, il y a différents stands aussi autour de l'écriture avec les japonais et l'arabe. Après, il y a un stand sur la presse qui est fait par des étudiants de Paul Valéry qui écrivent un journal Le Point. Il y a des élèves de seconde qui font un stand contre l'homophobie.
Comme événement, il y a aussi surtout le débat interreligieux, Voilà, il y a le débat interreligieux. entre différents représentants religieux, donc une pasteur, un rabbin et un représentant musulman, et qui aura lieu jeudi. Et aussi une conférence, certains professeurs font des conférences, comme un professeur de philosophie qui fait une conférence sur l'alter ego. Et d'autres qui font des ateliers plus débats interactifs sur le thème des réfugiés, et un autre sur le délit de solidarité. Et qu'est-ce qu'il en ressort? Vous avez pensé, c'est quoi? C'est dur moralement et c'est intéressant. C'est-à-dire l'histoire, c'est quoi en gros? En fait, c'est par rapport au djihad et c'est dans une ville et il y a les djihad qui règnent en fait et il y a des gens qui sont contre cette loi on va dire et ils protestent mais en fait ils sont punis de façon assez sadique en fait. D'accord. Et c'est marquant, c'est quoi par rapport à l'intégrité? Qu'est-ce que... Moi ça me marque, après je sais pas par rapport à eux mais C'est dur. Ouais, c'est dur moralement ouais. Qu'est-ce que tu en penses toi? C'est émouvant. Ouais. Moi ça fait penser à plusieurs guerres. Par exemple, je sais pas, moi ça fait penser, j'ai des origines algériennes, ça me fait penser à mes ancêtres. Ils ont fait cette guerre et du coup c'est peut-être dur pour eux, pareil pour les peuples qu'on a vus à Timbuktu, donc je pense... moi ça m'a fait penser ça. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, Alain, prof de philo, explique-nous un petit peu ton rôle aujourd'hui par rapport à ce qui se passe au lycée. Oui, alors aujourd'hui en fait je n'interviens pas mais j'interviendrai demain au débat interreligieux, interconfessionnel et j'interviendrai surtout vendredi en début d'après-midi sur une petite conférence sur l'alter ego. Voilà, où j'essaierai d'expliquer aux élèves comment, de quelle façon nous rencontrons autrui, comment se déroule la première relation, le premier contact, à la fois physique et en même temps psychologique avec autrui, et pourquoi nous le considérons comme un alter ego, c'est-à-dire un autre moi, et pas seulement comme un corps ou une silhouette parmi d'autres corps ambulants dans le monde. Donc voilà en résumé en quoi consistera mon intervention. D'accord, super. Je vous présente la météo. Ici, 40 degrés, je rigole. Bonjour à tous et bienvenue pour les sorties cinématographiques du Méga SGR de Latte pour le mercredi 11 novembre. Daniel Craig, ça vous dit quelque chose? Christophe Waltz aussi? Les deux seront à l'affiche dans le prochain James Bond qui s'appelle Spectre. Ce sera le dernier volet pour Daniel Craig. Ça veut dire que ça risque d'envoyer du lourd. Je pense qu'il va battre tous les records. Mon petit coup de cœur pour cette semaine-là, ce sera Au Royaume des Singes. Qu'est-ce qu'Au Royaume des Singes? C'est un documentaire sur les singes dans la forêt tropicale et humide du Sri Lanka. Pourquoi c'est un coup de cœur? Parce que c'est un Disney Nature, que les écoles viennent souvent les voir, que c'est très bien filmé et que vraiment ça vaut le coup. Donc n'hésitez pas à venir le voir, amenez vos petits-enfants, vos neveux. Je pense que vraiment c'est très bon, très bien filmé. Et le dernier film qui sortira cette semaine-là, c'est Ange et Gabriel avec Patrick Bruel et Isabelle Carré. Tout le monde connaît Patrick Bruel, ce sera une comédie romantique. Pareil, ça sort le 11 novembre dans nos salles. À bientôt. Vous êtes représentant de la Banque
Je suis le président du conseil d'administration de la Banque populaire du Sud. D'accord, et vous venez de remettre le prix environnement au Salon de l'écologie. Voilà. Alors, c'est une habitude, parce que le Salon de l'écologie, il a 7 ans. Ça se fait depuis 7 ans? Voilà, le salon, c'est la 7e édition du salon et nous avons utilisé le cadre du salon pour la 3e année consécutive pour remettre les prix environnement que nous décernons déjà depuis de nombreuses années. Alors à qui? C'est des entreprises? Alors ce sont des associations. Oui. Pour être lauréat, il faut être une association à but non lucratif, avoir un projet porté par des associatifs, donc avoir un vrai projet, c'est-à-dire qu'on ne finance pas du fonctionnement ou autre, il faut avoir une action concrète. Et donc au vu de ce projet, un jury d'experts de la région se réunit et choisit finalement les projets qui méritent d'être soutenus. Et donc vous les financez? On les finance. Intégralement? Non, on les finance en partie. Les aides vont de 1 000 à 5 000 euros selon la qualité des projets et la taille aussi. Et nous pouvons aussi suivre les projets dans la durée et les financer pendant 3 ans. Ce qui permet de pouvoir consolider des projets intéressants. D'accord, alors cette année vous avez remis le prix à qui? Alors cette année, il y a vraiment une multitude de projets. Il y a comme d'habitude des projets d'éducation à l'environnement qui constituent une partie importante quand même de nos lauréats. Mais il y a aussi des choses plus originales, comme par exemple une association qui permet à des agriculteurs de s'installer sans avoir les moyens pour autant d'acheter une ferme. Et donc ce sont des investisseurs qui ont une démarche citoyenne, une démarche qui s'inscrit dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, qui réunissent leurs économies pour acheter une ferme par exemple et la donner en fermage donc, à un agriculteur, un jeune agriculteur qui peut s'installer. D'accord. Alors donc c'est tout, ça doit être tout un processus. Oui, c'est-à-dire à quelle période il faut poser sa candidature pour en fait, concourir? Il y a 2 jurys par an, un jury au mois d'octobre-novembre en ce moment, oui. Et puis un autre jury qui se réunit au printemps. Donc le guichet, donc, je dirais... Donc c'est pas lié complètement au Salon de l'écologie? Non, on remet les prix pour le Salon de l'écologie, mais il y a 2 sessions par an. Et donc en fait, l'idée c'est que lors du Salon de l'écologie, on donne un coup de projecteur sur les lauréats de l'année. Voilà, hein. Mais ils ont été choisis, en fait, il y a des sessions d'automne, des sessions de printemps. Et en fait, il suffit de s'adresser à son guichet d'une agence Banque Populaire, de demander le dossier, et puis c'est un dossier de quelques pages qu'il faut remplir et bien expliquer ce que l'on veut faire. Voilà. D'accord, et vous après vous vous réunissez et vous choisissez? Voilà, il y a des experts qui réunissent des gens du conseil régional, de l'agglomération de Montpellier, des différentes villes, des banques également. Et il faut être de la région? Alors il faut que le projet se passe dans la région, oui effectivement. Le principe, vous savez, le principe des banques populaires, c'est d'être très attachés à leur territoire. Ouais. Et donc nous collectons l'épargne du Languedoc-Roussillon et nous finançons l'économie du Languedoc-Roussillon. C'est l'essence même des banques populaires, c'est de financer l'économie locale. Donc évidemment, pour les associations, on souhaite avoir le même périmètre. Très bien. Donc ça va de l'Ardèche à l'Ariège, en ce qui nous concerne. Voilà. C'est de grandes régions. Eh bien, bravo, merci. Bonjour messieurs, alors vous êtes donc les organisateurs, vous aidez l'équipe de jeunes qui organise le Salon de l'écologie, c'est la 7e édition. Oui. Alors qu'est-ce que vous attendez de ce salon? Alors, le salon, lui, l'idée c'est de faire passer auprès du grand public aujourd'hui dans l'activité économique de l'environnement, la composante écologie a atteint une maturité professionnelle qui est celle d'une filière professionnelle. Donc on crée le salon qui est la rencontre de tous les professionnels de cette spécialité de l'environnement qui est l'écologie. Et après, moi je suis ici, je représente la faculté des sciences, Philippe Auger est monsieur le président de l'université, et donc nous accueillons ce salon. Hein, mais ce sont les étudiants de nos formations qui l'organisent et qui invitent tous ces acteurs professionnels. Alors voilà. On les a rencontrés, c'est une équipe de jeunes, c'est jamais la même. Sur la 7e édition, c'est la 7e équipe qui organise ça. C'est un boulot fabuleux. Oui, c'est un boulot fabuleux, mais c'est normal que ce soit la 7e équipe qui sont étudiants. Si c'était les mêmes, ça veut dire que l'étudiant n'aurait jamais réussi ses examens et c'est devenu un professionnel étudiant. Non, il faut que chaque année ça change. Et là, justement, l'objet, c'est d'une part de valoriser les formations, de mettre en lien des formations et des professionnels et d'inciter également nos jeunes à s'engager dans des projets. Parce qu'à travers donc, ces 40 jeunes qui sont les étudiants du master, ils suivent donc une formation Bac+5. C'est très bien. Mais derrière, monter un projet, ça veut dire également s'impliquer dans un travail en équipe, agir en tant aussi que citoyen, parce que ça veut dire, ça préfigure aussi un engagement de vie associative venir. Donc c'est une expérience aussi pour eux.
Alors il ne faut pas seulement voir la question, je dirais, de l'absence de continuité. On sait très bien que toutes les associations étudiantes changent chaque année ou tous les 2 ans, parce que l'étudiant il rentre, après dans son cursus, à un moment donné il a le temps de s'occuper de l'association, puis après il doit faire autre chose, donc ça c'est tout à fait logique. En revanche, l'intérêt de ce salon, il est triple. 1, c'est mettre en avant nos formations. 2, mettre en relation nos étudiants et la diversité des acteurs professionnels. Et 3, les inciter les étudiants à s'engager dans l'organisation de projets collectifs. D'accord, donc ce salon il est sur 3 jours, il a démarré hier, donc 5, 6, 7. Oui. Il y a des conférences, Oui. Alors là on est en train de faire... Alors on a scindé en 3 temps. Hier c'était plutôt les professionnels qui se rencontraient entre eux autour des problématiques technologiques, des problématiques de développement. Et aujourd'hui c'est la journée étudiant, formation, donc au cœur de ce que disait M. Auger, c'est-à-dire vraiment quel métier, quelle formation et comment déjà en tant que jeune étudiant me mettre dans la bonne démarche professionnelle, m'investir dans les projets, dans la cause biodiversité. Et puis demain, c'est grand public. Demain, ça se passe au centre-ville, des conférences vulgarisées pour tout le monde autour de thématiques actuelles de l'écologie. On va parler de bonnes nouvelles, on va parler de l'écologie, de la biodiversité qui résiste et de la nature qui revient. Ah, oui, parce que par exemple, en France, les grands mammifères, dans toute l'Europe, enfin du positif, il y en a marre du climat où on va tous rôtir comme des frites. Eh bien, ce que je voudrais vous dire, c'est que en France, en Europe, il n'y a jamais eu autant de mammifères, grands mammifères, depuis plus de 250 ans. Voilà, on a des chevreuils, dans la région on entend parler tout le temps des sangliers et même, vous le savez bien, des loups, puisque s'il y a des mammifères, il y a des carnivores pour les manger. Voilà, mais ça c'est une bonne nouvelle pour la biodiversité. Et donc ça c'est l'objet de la conférence de ce soir. Ouais, ce soir et demain. Ce soir et demain, le soir et le samedi c'est le grand public. Voilà. Par rapport à ce que vous disiez, on peut vous parler, nous, en tant que... nous sommes des anciens étudiants associatifs, et franchement, nous étions déjà étudiants tous les deux dans des associations, et la plupart des associations dans lesquelles nous avons contribué sont toujours là. Oui. Les projets qu'elles portaient sont toujours là. C'est simplement qu'effectivement, les porteurs ont changé. Et heureusement, parce qu'on n'en serait plus capable de s'occuper des associations étudiantes. Voilà. En tout cas, c'est un grand succès. Puis bravo à cette initiative. Et merci à vous de venir nous aider à la faire connaître. Parce qu'une des difficultés qu'on a quand on fait les choses sur l'université, c'est notre image tour d'ivoire. Voilà. Monsieur Privat a rappelé, la recherche c'est pour être vulgarisé, la formation c'est pour que les jeunes trouvent du travail. Donc c'est pas un truc où on se retrouve entre spécialistes et que personne n'est... Voilà. Donc les gens pensent que l'université est fermée, et vous en venant ici, voilà, vous voyez cette maison elle est ouverte sur l'extérieur et sur l'intérieur du campus, c'est un symbole. C'est une maison qui est à cheval et qui dit rentrez la ville, et puis nous on est là et c'est ouvert. Donc merci de l'illustrer en venant directement là. Des valeurs. Okay. Merci beaucoup. Au revoir. Continuation. Se passe là après le mois fin octobre, puisque la base ferme, c'est vidé. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te retrouves au chômage ou tu as encore de l'activité? Ah non, il y a beaucoup d'activités. Oui. Là, comme je vous expliquais tout à l'heure, au ménage, il y a 2 femmes qui restent tout l'hiver, qui sont chargées de refaire des coussins, de recoudre, de faire la couture, de faire du repassage, de faire les rideaux, de faire tout l'hivernage des bateaux. Donc vous préparez déjà la saison d'après, c'est ça? En réception, Cécilia, qui reste aussi en hiver, elle s'occupe de toute la partie administrative. Parce que les clients qui vont venir en 2016, ils ont déjà des questions à poser. Est-ce qu'on peut arriver, à quelle heure on arrive? Est-ce que vous pouvez nous recevoir en taxi? Donc elle s'occupe de ça, de rafraîchir la sacoche des bateaux. Chaque bateau a une sacoche avec des documents qui sont importants et le guide fluvial, donc là il s'occupe de ça. Le technicien, évidemment, c'est la partie qui travaille un peu plus parce qu'il faut rafraîchir tous les bateaux. On commence par refaire les coques autant que possible. Cette année, comme vous a dit Cédric, on va voir comment ça se présente puisqu'ils vont vider le canal, c'est-à-dire cette partie. Mais normalement, on sort tous les bateaux un par un, on refait la coque.
Après, on refait tout ce qui est les plasticiens, ils font toute la résine, parce que les bateaux souvent sont très abîmés à la fin de la saison. Et après, donc, on va à l'intérieur. Au niveau d'entretien, au niveau du lino, au niveau des peintures, au niveau des vernis, au niveau des lampes, ça. Et après, la partie vraiment mécanique, on vérifie les moteurs. Bon, avant ça, ils font les vidages, ils changent les filtres, ils vérifient les moteurs, ils vérifient que le bateau soit en état pour la prochaine saison. Et moi, je suis avec eux. Des fois, je donne un coup de main mécanique, des fois, je vois les faire du ménage. Et bon, surtout pour la logistique, pour savoir les pièces qu'il faut commander, pour contacter les fournisseurs et pour j'ai un peu l'activité d'hiver. Donc toi ici, tu es la plaque tournante, tu connais tout, toutes les activités de tout le monde. Et oui, tu es c'est un peu mon travail. Oui, c'est ça. Moi, je m'occupe de ça. Je Donc prépare aussi. ton titre, c'est quoi? Et je suis la coordinatrice de la base. Coordinatrice de la base. Et dans chaque base, il y a un chef de base, un coordinateur de base. Oui. Donc préparer l'embauche pour la saison à venir aussi. Donc pour nous c'est assez facile parce que les équipes reviennent. C'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes, sauf quand ils arrivent déjà à l'âge de la retraite, donc on rafraîchit, mais en général c'est toujours les mêmes. Alors tu me disais tout à l'heure que vous étiez 21 l'été. 21 l'été et 11 personnes l'hiver. 11. Donc il y a 10 personnes qui prennent des vacances prolongées. Toute l'équipe de ménage, les laveurs d'extérieur, voilà. Et réceptionnistes, 2 personnes aussi à réception qui finissent là les 31 et qui reviennent l'année prochaine. Donc le boat, il a combien de bases? Il part d'où? Et il arrive où? On est grand le boat. Oui. On a beaucoup de bases. On a des bases en France, par région. Bon, vous êtes là dans les bases du canal du Midi, Midi-Camargue, comme je vous avais expliqué. En partant d'ici, il y a Trèbes, Homs, Narbonne, Port-Casafière, qui est à côté de Port-Tiragne, Saint-Gilles et Boquem. Ça, c'est ce qu'on appelle le Midi-Camargue. Après, on a la région Aquitaine, on a des bases en Bretagne, on a des bases en Alsace, on a des bases et on peut passer d'un à l'autre? Non, nous par exemple, la région qui communique, nous on communique avec l'Aquitaine. Un bateau en partant d'ici peut arriver au Mas d'Agenais sans aucun problème. Après, on navigue sur des rivières. On navigue sur le Lot, on navigue sur la Charente. C'est facile de naviguer sur les rivières? Oui, c'est la même chose. Il faut que la rivière soit calme. Voilà, voilà. Des fois, en période de crue, on prévient les clients parce que là, c'est pas possible. Mais sinon, on navigue bien et c'est très agréable. Qu'est-ce que vous faites en période de crue? En période de crue, on prévient les clients. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous les amarrez, les bateaux? Vous faites un truc spécial? Oui, les bateaux sont ramenés à la base. Et après, bon, si les clients décident de naviguer dans une autre base, le boat, tu peux le faire. Autrement, sinon, ils rapportent sa croisière. D'accord. Après, on a des bases un peu dans l'Europe, un peu partout, en Italie, aux Pays-Bas. C'est international? Ah oui. Oui. D'accord. Ou européen, non? Pour l'instant, c'est européen, oui. Européen. Parce que bon, on a l'Écosse, l'Irlande. Mais c'est international. D'accord. C'est international. C'est bien. Ouais. C'est très bien. Ben, merci. Mais avec plaisir. Et puis, merci de la visite. Et venez naviguer avec les boats. On a découvert, découvert le fluvial. Et c'est très agréable. En plus, les canards, le ragondin, c'était vraiment tout. Et surtout, bon, avec les boats, nous, notre objectif un peu partout, c'est client content. Ouais, mais ça a l'air. Hein. Merci. Et avec plaisir. Ça, c'est ma copine. Ah non, ne me prenez pas en photo déjà avec le connard d'hier qui était avec ma fille, un peu la faire en photo. Alors, ça va, je suis pas de bonne humeur. Ça, c'est le spécimen. Pourquoi vous n'êtes pas de bonne humeur? T'arrêtes un peu, je te tape dessus. Sergio. Alors, Sergio. Mais c'est je connais pas, hein, attends que je commence à... Non, parce que je vous connais, moi, les journalistes.
Allez, tout le monde est prêt? Vous êtes prêts là, pour la photo, pour les images? On y va? Allez, voilà. Hop. Et avec Mathias, nous déclarons cette seconde édition du Salon d'automne du vin officiellement ouverte. Merci à la confrérie. bonne ouverture. Merci beaucoup. Ouais. Bon, on va maintenant... Allez. Nous sommes avec Jean-Louis qui représente la confrérie du vin de Fontès. Alors, en quoi ça consiste de faire partie d'une confrérie? Alors cette confrérie a été voulue par la cave coopérative de Fontès. C'est une cave qui réunit à peu près 200 adhérents et qui aujourd'hui exploite 850 hectares. Donc c'est quand même une belle structure. Et alors il y a une dizaine d'années, le directeur s'est dit, bon, pour dynamiser un petit peu la réputation de la cave, les ventes, etc., créons une confrérie. Alors il y a quelques vignerons qui s'y sont mis, quelques personnes extérieures aussi. Alors cette confrérie, elle a surtout pour objet effectivement d'avoir un rôle culturel. C'est-à-dire que le vin, c'est pas simplement un aliment, c'est pas ce qu'on boit à table, c'est toute une culture, toute une manière de vivre. Et alors la confrérie, eh bien, disons qu'elle anime un petit peu cet esprit-là, et notamment par une très très grosse fête que l'on tient en été au mois d'août, qui s'appelle la Nuit du Rosé, et qui réunit des milliers de personnes autour d'un orchestre et surtout autour du verre. Alors nous sommes avec Fabiola, la cuisine du marché à la Grande Motte. Alors Fabiola, qu'est-ce que tu fais au Salon du Vin? Les gens découvrent, on visite, l'occasion de l'inauguration. Et puis je repère quelques domaines qu'on ne connaît pas encore pour venir déguster après ici demain. Et dans ton restaurant, tu ne fais pas que de la très bonne cuisine, tu vends du vin aussi? Oui, oui, tout à fait. Caviste restaurateur. Et donc tu viens un peu repérer là des bons petits vins. Tout à fait, qui soit pour entrer en cave ou au restaurant. Et alors, tu en as trouvé des il y a 2-3 sympas là, oui. Ouais, je repasserai demain tranquillement, déguster, et puis l'occasion pour eux aussi de faire connaissance avec la cave. Parce qu'il y a des vignerons qui ne démarchent pas forcément les professionnels, ils sont plutôt sur de la vente directe particulière. Alors on va voir Patrick déguster son pinard. C'est sec, c'est fruité, l'apéritif, les salades. Mais moi j'aime bien les vins tanniques, les vins un peu... Je bois pas en dessous de 14 degrés. Commencez par celui-là et puis vous aurez l'autre par comparaison. Ça vous dérange pas si je le bois? Je suis pas obligé de cracher. J'ai horreur de cracher le vin. Non, mais on est obligé de cracher. Non, c'est vous faire insulte. Cracher le vin, c'est faire insulte. Ah, il a le bon odeur. Déjà, il sent bon. Là, on est servi au même, mais dans 25 on n'est pas bio parce qu'on ne peut pas le Vous êtes où? Dans la région? Il est fait avec un cépage rare et oublié. Il est fait avec de l'aubin. L'aubin, c'est un cépage, il reste 400 hectares d'aubin en France, il a donc très peu. Nous, on a une vigne qui a 80 ans. Et en fait, on l'a toujours vinifié en vin tranquille. On avait voulu le mettre en valeur et en faire un monocépage de rosé. Et cette année, on a décidé d'essayer de le faire en méthode champenoise. Et en fait, voilà, c'est la première fois qu'on le présente. C'est une réussite. Nous, on l'aime beaucoup. Maintenant, à vous de juger. C'est pas si bien?
pardon. Le testeur. Ne laissez pas sortir. Là, c'est le testeur à tout TV. Alors, monsieur le maire, on vous retrouve au Salon du Vin, on vous avait déjà vu au mois de mai, alors fidèle à ce Salon du Vin. Ah, plus que jamais fidèle, je trouve que pour la Grande Motte, c'est une magnifique manifestation qui de surcroît est couplée avec une balade dans les pyramides, balade autour de la gastronomie que Mathias Barrios a organisée. Donc c'est la deuxième édition du Salon d'automne. On a eu l'édition au mois de mai, comme vous le rappeliez, avec un salon des vins rosés. Donc on voit qu'il y a plus d'exposants, déjà beaucoup de visiteurs en ce jour d'ouverture. Toutes les conditions de réussite sont réunies. Et alors, est-ce que les vins sont bons? Est-ce que vous avez vu faire le tour? Alors je dois dire que j'ai commencé le salon en ne dégustant pas et puis je me suis laissé tenter. Et quand on commence à se laisser tenter, après on a tendance à vouloir tout déguster. Et c'est vrai que je peux dire, pour en avoir dégusté quelques-uns, qu'il y a vraiment beaucoup de vins de qualité. On sait déjà que les vins du Languedoc-Roussillon ont fait d'énormes progrès grâce à nos viticulteurs. Ils n'ont aujourd'hui plus rien à envier aux vins de Bordeaux, de Bourgogne. Ils ont une renommée. On les trouve sur les grandes tables parisiennes. Et on a un échantillon là de ce que réalisent nos viticulteurs. Je crois qu'on peut les féliciter. Et quelle que soit la couleur, rouge, rosé... Quelle que soit la couleur. Le petit je crois que j'ai goûté en effet les blancs, rosés, rouges, mais que des fonds, en dégustant simplement. Parce que vous n'avez pas recraché. J'ai pas vraiment recraché, mais j'ai pas fini les verres. Mais les fonds de verre. Mais il y a aussi quelques producteurs de champagne. Alors c'est pas les vins bien sûr, ce sont des vins pétillants, mais là aussi de la qualité. Donc je crois que pendant ces 2 jours, les visiteurs vont découvrir de jolis crus. Voilà. Eh ben, longue vie au Salon du Vin et il y a nos petits pinards. Et à la prochaine édition. Et à nos petits pinards de la région. Voilà. Au prénom. Sergio. Serge. Alors Serge. Mais c'est ne connais pas, hein, attends que je commence à... Non, parce que je vous connais, moi, les journalistes. Bon alors Sergio, là, qu'est-ce que tu viens présenter au Salon du Vin? Eh bien, moi, je présente de la charcuterie... Ah, mais allez, filme, hein. Ah, ça, putain, il est con. Tu comprends, hein. Oui, bien sûr. On présente de la charcuterie d'Aragon, essentiellement. Ma femme est originaire de là-bas, moi, je suis un peu plus bas, sur la province de Castellón de la Plana, et on fait essentiellement que des produits espagnols. À part une chose qui est française, c'est le papier, la balance et le trancheur. Après le reste, tout est espagnol. Même le fromage? Tout le fromage, même le fromage de brebis. D'accord. Un petit détour pour la caméra pour le fromage de brebis, qui vient de Mesquita de Jarque, c'est à 20 km de Teruel. C'est du fromage de brebis au lait cru. Après on fait du jambon de taureau, du jambon de cerf. Et une exclusivité sur la grande mode cette année, Lisa, passe-moi le jambon là-bas. De la pâte de chèvre séchée. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Sous forme de jambon? Ouais, c'est du jambon, mais c'est de la chèvre séchée. Ouais. Voilà, la pâte de chèvre. Bon, elle est morte, hein. On ne parle plus là. Il rigole. Alors le goût, c'est une particularité, c'est que quand on mange ça, on croirait qu'on mange un fromage. Ah bon? Un pélardon. I've seen things you people wouldn't believe.